Salut à toutes et à tous les amis, salut à tous ceux qui sont déjà présents sur le live. Bienvenue pour un nouveau numéro du Bisport, toujours en direct sur notre page Facebook LBS FM. Ce soir, émission spéciale car on a l'honneur et on est très heureux de recevoir Jamel Bakar, international comorien. Salut Jamel. Bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de faire partie des vôtres pour ce soir. Et bonsoir à vos abonnés. Et j'espère qu'on va passer un bon moment. Les gars, on va commencer par notre invité, Jamel Bakar, qui est avec nous ce soir. Euh, je ne sais pas si tu as suivi le match de tout à l'heure. Bon, les Comores sont inclinés 4-0 face à l'Égypte. Je ne sais pas si tu as pu jeter un petit coup d'œil sur ce dernier match de groupe. Euh, oui, j'ai regardé le match à la télé. C'était, on va dire, prévisible, mais disons que le match d'avant a laissé beaucoup d'influx et la fête a été difficilement contenable. Ouais. Et je pense que le relâchement était logique. Après, il faudra aussi se mettre dans la tête que le niveau du match, enfin le niveau affiché par l'équipe de l'Égypte sera le niveau qui sera à la CAN. Donc, il faudra se mettre au niveau. Jamel, les Comores qualifiés pour sa première CAN, j'imagine que ça t'a fait plaisir et ça t'a ému. Euh, Quel a été ton ressenti? Comment tu as vécu déjà ce match entre le Comore et le Togo, ce match décisif pour la qualification? Comment tu l'as ressenti ce match? Ben, déjà, avant le match, il y avait un peu de pression, forcément, parce que c'était un moment historique pour nous. Donc, même en tant que spectateur, on avait cette petite boule au ventre. Ouais. Et puis, comme moi, j'ai été joueur pour l'équipe nationale, on se met un peu aussi à la place des joueurs qui vivent ce moment. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'était pas simple. J'imagine que pour eux non plus. Mais je note aussi que par rapport aux éditions précédentes, on a eu une gestion des émotions qui était bien meilleure. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence sur ce match pour au moins prendre le point. Parce qu'avant, je pense que d'un point de vue psychologique, on aurait peut-être essayé d'attaquer ou de trop défendre et on aurait pu perdre ce match. Et je pense que l'évolution à ce niveau-là est significative et je pense que c'est assez logique qu'on se qualifie. Ouais, justement, j'imagine que tu es un peu en contact avec les joueurs de l'équipe nationale actuelle. Comment ils ont abordé psychologiquement cette rencontre? Est-ce qu'il y avait de l'appréhension? Il y avait de la détermination? C'était quoi l'état d'esprit général? Pour être honnête avec vous, j'ai forcé ma nature et j'ai envoyé de messages à personne pour les laisser un peu dans leur bulle. Après, avec l'expérience que j'ai acquis moi, je me doute un peu de comment ils ont dû préparer le match. Mais j'ai eu personne avant le match, je les ai surtout eu après le match. Euh, tu connais bien le sélectionneur Amir Abdou. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Comment il est avec les joueurs, sa manière de voir le football et comment il gère cette équipe des Comores depuis 2014? Mais je pense que comme l'équipe des Comores, il a évolué au fil des années. Il a su construire un groupe homogène avec à chaque saison à peu près l'intégration de nouveaux jeunes, un projet qui a suivi un fil conducteur bien précis. Et puis comment dire, malgré certaines turbulences, il a su tenir la barre et je pense que c'était la meilleure personne pour arriver à l'objectif qui était la qualification. Ouais. Et au niveau tactique, est-ce qu'il a une vision du jeu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des principes de jeu et comment il voit le football et comment il vous en parle? Ben, les rassemblements en équipe nationale, c'est un peu différent des clubs où les projets, les principes de jeu peuvent varier d'un match à un autre. Je pense qu'à un moment donné, on s'est au départ de la sélection, enfin quand moi j'y suis arrivé, on s'est beaucoup adapté à l'adversaire parce qu'on n'était pas forcément armé pour combattre avec les mêmes armes.
Et au fil des années et au fil aussi de l'évolution des joueurs, parce que ça, c'est à prendre en compte, il a su s'adapter et mettre en place un jeu qui était en adéquation avec nos qualités, avec les qualités aussi athlétiques qui sont nos caractéristiques, pardon, parce on n'est pas très grand non plus. Donc, au fur et à mesure du temps et de la confiance acquise, on a su mettre un jeu en place avec du jeu au sol, des ressorties de balles et puis aussi des attaques rapides, mais aussi des attaques placées. Donc, il y a toute une variété de principes qui sont mis en place et je pense qu'ils sont adaptés aux qualités des joueurs et c'est notre principale arme aujourd'hui. Ouais. Ton rapport avec la sélection de Jamel, t'es arrivé en 2016. euh, j'ai vu une vidéo, c'était le match, on va dire, qui inaugurait un peu le nouveau projet des Comores, c'est contre le Burkina Faso en 2014. Je t'ai vu dans les vestiaires, t'étais là. T'es ensuite arrivé en sélection en 2016. Comment s'est fait le contact entre la sélection nationale et toi, et quels sont les éléments qui t'ont convaincu pour rejoindre la sélection? Mais pour être honnête, cette période entre 2014 et 2016 a été compliquée pour moi personnellement parce que lors de cette vidéo, justement, j'étais en pleine rééducation du ligament croisé. Et puis, le retour sur les terrains était un peu compliqué. Et beaucoup de Comoriens pensaient que je voulais pas intégrer la sélection, mais c'était juste une période compliquée pour moi, autant footballistique qu'au niveau personnel, Mhm. sans entrer dans les détails. Donc, beaucoup de personnes ont pensé que je voulais pas intégrer la sélection, ce qui était complètement faux. Et puis, j'ai une personnalité assez introvertie. Et je m'exprimais à l'époque très rarement dans les médias. J'en voyais pas l'utilité. Et puis, cette non-communication a laissé place à ces rumeurs. Donc, c'est aussi un peu de ma faute que j'ai pas pris la parole. Mais et après, quand j'ai eu les contacts et j'ai pu rencontrer le sélectionneur qui Mhm. m'a fait part de son envie que je rejoigne la sélection, eh ben, tout s'est fait naturellement. Ouais. Et du coup, tu connaissais déjà les joueurs en amont, tu étais déjà un petit peu en contact avec eux. Comment s'est passée l'intégration? Ben, il faut savoir que en tant que Comorien, on est une petite communauté, on se connaît beaucoup, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes issus de la région marseillaise. Donc, on se connaît depuis tout petit, on a fréquenté les mêmes écoles, on faisait les tournois de interquartier ensemble, donc on se connaît plus ou moins tous. Donc, le contact, il a toujours été là, même quand j'y étais pas ou que j'étais en équipe de France Sport, on était toujours en contact. Donc, sur ce point-là, il n'y a pas eu de véritable amorce de prise de contact. Ça s'est fait naturellement. Et du coup, tu as disputé pas mal de rencontres d'éliminatoires pour la CAN, voilà, à travers l'équipe des Comores. C'est quoi ton regard entre le foot africain et le foot européen? Quels sont pour toi ce qui diffère le plus entre les deux footballs? Mais le foot africain a une particularité, c'est que tout va très vite, dans le sens où il y a très peu, enfin, à part les très grosses équipes, il y a très peu on va dire, de phases de préparation des actions. Il y a beaucoup entre guillemets, de jeux de transition. Mhm. Et il faut être prêt physiquement pour tenir le choc parce que c'est beaucoup de courses à haute intensité, d'impact physique. Et puis, il y a aussi le côté émotionnel qui entre en jeu. Une rencontre à domicile et une rencontre à extérieur, là, on voit vraiment la différence. Et ce, même entre deux rencontres qui se chevauchent. Après, il y a plein de particularités, les conditions de voyage, les, tous les paramètres qui entrent avant le match, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'adaptations et, et c'est des éléments
même si les gens n'en ont pas conscience, mais qui influe sur la prestation d'une équipe. Alors, c'est plus par rapport à la visibilité des joueurs des Comores. Alors, tu disais qu'il y avait quand même pas mal de gens qui sont en France qui vous suivent. Mais est-ce que là-bas, aux Comores, j'ai vu que dans l'effectif, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont évolué en Ligue 1, voire Ligue 2. Est-ce qu'on vous suit depuis les Comores quand vous êtes dans vos clubs? Ou est-ce que c'est vraiment que dans la sélection que là, on vous voit tous et que le public vous soutient? Là, je pense qu'il y a un véritable amour des supporters envers ces joueurs et que les supporters comoriens suivent les prestations des joueurs en club. Je pense que c'est un état de fait. Le foot a une place importante pour les supporters comoriens. Après, on va pas se mentir, ils regardent plus le Real que les joueurs en Ligue 1 ou en Ligue 2. Oui. Et puis l'accès aux chaînes télévisées, c'est pas simple pour tout le monde là-bas. Ouais, c'est pour ça que j'imagine. Mais on remarque aussi que par l'apport des réseaux sociaux et tout ce qui est Facebook, Instagram, les gens arrivent à suivre la prestation des joueurs. C'est plus maintenant qu'avant. Avant, c'était plus difficile, quoi. C'était beaucoup plus difficile avant de vous suivre. Je pense, ouais. Je pense qu'à une certaine époque, on revient un peu en arrière à l'époque d'Amada Jambé. Ça devait être un peu plus compliqué de suivre les Comoriens. Et puis, il faut pas se mentir, on n'était pas, il n'y avait pas énormément de joueurs qui étaient à ce niveau-là. Hein. Donc, il y en avait, par exemple, si je vous dis Kemal Bourani, pas beaucoup de Comoriens l'ont connu, mais il était déjà en professionnel à Lorient. Il a eu une belle carrière. Mais je pense qu'au niveau de la visibilité, ça n'a pas été top parce que. Ouais. Et inversement, est-ce que le fait de jouer dans la sélection Comore vous fait gagner un peu plus de place dans les championnats en France, Ligue 2, etc. Est-ce que inversement, ça vous met en lumière pour les championnats? C'est compliqué à dire. Malheureusement, moi, j'ai un sentiment personnel, c'est que au-delà de la sélection comorienne, les sélections africaines, lorsqu'on est en sélection africaine, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs d'intégrer des équipes de top niveau. Tout simplement parce que les dates internationales ne correspondent pas forcément au championnat européen. Et je pense que c'est un handicap pour les joueurs africains, tout simplement. Après, quand on est Mohamed Salah ou Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un peu plus simple, on va dire, de quitter son club et d'aller en sélection. Mais là, on l'a vu un peu avec l'épisode du coronavirus. Les pays africains ont beaucoup souffert de cette période on va dire, de flou où ils ne savaient pas si les joueurs allaient rejoindre leur sélection ou pas. Et je pense que ce problème-là, il était en grande partie pour les Africains et les Sud-Américains. Tu as rejoint la sélection en 2016. Tu avais été un joueur prometteur. Tu sortais du centre de formation de Monaco. Tout le monde suivait ta carrière parce que tu avais le surnom du nouveau Thierry Henry. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quand tu arrives en sélection, je pense que tu as un grand frère pour tout le monde. Mais est-ce que tu as été un peu, entre guillemets, recruteur pour la sélection des Comores? Est-ce qu'on t'a demandé d'aller voir d'autres joueurs? Est-ce que tu peux leur dire de rejoindre la sélection? Est-ce que ça s'est passé comme ça, en fait? Ah non, pas du tout, parce que la grande majeure partie des joueurs qui sont aujourd'hui en sélection étaient là avant moi. Oui. Et je pense que l'avantage qu'on a aux Comores, c'est qu'il n'y a pas de stars. Et que, entre guillemets, c'est l'amour du pays et les résultats récents qui font que les joueurs s'intéressent un peu plus à la sélection comorienne. Mais j'ai pas joué de rôle particulier par rapport à ça. Il y avait le coach qui a fait ce rôle-là. C'est pas et de toute façon, je pense que c'est pas à moi de faire ce rôle-là. Oui, je sais que c'est je sais que le choix de la sélection, c'est un choix du cœur normalement. Mais après, comme moi, je me souviens de l'Algérie, par exemple, des années 2000, où c'est Ali Benarbia qui avait été voir Mehdi Meniri pour lui dire faut qu'on aille en sélection. Et en fait, pour professionnaliser la chose, en fait, c'est pour ça que je posais la question. En fait, je sais que ça s'est fait dans d'autres sélections. Et comme pour moi, les Comores est une sélection jeune qui, on va dire, qui font les de 2013, 2014. Donc c'est pour ça que je voulais savoir.
Moi, j'ai pas forcément. J'ai échangé par exemple avec Ali Amada, on a rejoint la sélection ensemble, mais on s'est pas dit faut qu'on y aille ou autre. Je pense que ça, c'est un choix assez personnel qui se fait avec les familles. Et quand on parle de l'Algérie aujourd'hui, je pense que les infrastructures, la structure du pays fait que maintenant les joueurs n'hésitent plus. Il y a un staff compétent, les voyages ils se font de manière professionnelle, ils voyagent en équipe, l'organisation est top. Donc, et puis aussi, il y a eu le fait que il y a une génération qui est arrivée ensemble. Et maintenant, c'est que des petits ajouts, des petites touches à ajuster. Donc, pour moi, l'exemple de l'Algérie, c'est top parce que ça prouve qu'en Afrique, en très peu de temps, on peut gravir les échelons. Après, quand on regarde la population en général, le nombre d'habitants en Algérie, c'est pas comparable aux Comores. Donc, le vivier footballistique en Algérie, il est 1 million de fois plus grand que celui des Comores. Et c'est ça qui est beau dans notre qualification, parce qu'on est une population de 800 000 habitants. C'est très peu. Et on a arrivé à faire quelque chose de beau. C'est à souligner. C'est pas, pour faire la comparaison, on est peut-être l'équivalent de un peu plus que la Corse, quoi. Je sais pas combien d'habitants en Corse. En fait, c'est comme le Guingamp en Ligue 1, en fait. Ouais, non, même pas, mais 800 000 habitants, c'est même pas, c'est une grande ville, quoi. C'est pas top, hein, en termes de. Et puis là, il y a une particularité, pardon, c'est qu'on est insulaire. Et nous, on est un groupement d'îles, donc un peu éloigné. Et ça joue aussi. Et effectivement, je te rejoins assez, Jamel. Justement, le fait d'avoir rejoint la sélection nationale, est-ce que ça a changé quelque chose? Et je parle positivement, hein, mais est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au lien que tu avais avec les Comores? Est-ce que c'est un plus? C'est quelque chose, par exemple, qui a rendu fier ta famille? Est-ce que ça a eu un changement dans ta vie personnelle et dans ta manière de voir les Comores? Dans ma manière de voir les Comores, c'est oui et non. Parce que, comment dire, j'avais un attachement particulier. C'est c'est mon origine. Je suis pas né, mais mes parents y viennent, ils sont nés quand ils ont galéré pour venir en France. Donc, et puis on est comoriens. Donc, même quand j'étais en équipe de France Espoir, j'avais toujours un mot pour mon pays d'origine. Je pense que l'attachement est naturel. Et puis, le fait de jouer en France et de représenter son pays, c'est aussi une manière de mettre un point sur la carte du monde, parce que même des fois, sur les cartes ou les globes là, que les enfants ont dans leur chambre, on n'y est même pas, quoi. J'en ai souffert, Jamel. Tu te rappelles, Nas? Ah ouais, bah La oui, carte j'en ai souffert. Toute mon à enfance. l'école, là, je sais plus. C'est mon enfance, ça. Et oui, et puis même Voilà. quand on est jeune, on recevait beaucoup de critiques. Ouais, votre équipe c'est Rof, votre équipe c'est Soprano. Voilà. On a eu les mêmes. Heureusement qu'il n'y a pas la Riyad. Heureusement qu'il y a On a eu les mêmes vannes, Jamel. Et justement, là, Moi c'était toi, Philou Maolida, c'était toute l'équipe des Comores. Voilà, on a tous eu ces genres de réflexions. Après, il faut pas se mentir, hein, les conditions d'accueil et les conditions des voyages de l'équipe et autres se sont vachement améliorés. Donc, il n'y a pas de secret. Quand tu voyages, parce que déjà pour aller au Comores, c'est un parcours du combattant, mais quand tu voyages bien, que tu as des plans de vol, que tu sais à quelle heure tu arrives, que tu galères pas pour aller à l'aéroport, que c'est pris en charge, qu'il y a une organisation qui est bien ficelée, là c'est différent. Parce que si je vous raconte des anecdotes, on en a vécu, c'est pas facile. Hein. C'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on attend, nous. On est là pour ça. Après, on va se faire vanner encore. On va dire, Ah, mais ça a changé. C'était à l'époque. T'as raison, Jamel, dis rien, dis rien. Non, mais par exemple, je prends l'exemple, il y a très peu de temps, il y a quelques années, on voyageait, la moitié de l'équipe, elle était avec une compagnie.
et l'autre, elle était avec une autre. Ouais. Parce que c'était compliqué au niveau du budget, ça pouvait être compliqué aussi par rapport aux convocations. Parfois, si tu prenais des billets à l'avance, c'était plus cher pour modifier les noms, c'était compliqué. Ah Donc, oui, c'est. tous ces paramètres-là ont beaucoup évolué. Et puis, l'accompagnement aussi des sponsors, parce qu'on Ouais. en avait très peu et Ouais. ça commence à peine à éclore. Ouais. L'appui de l'État, tous ces paramètres-là font que ça va mieux. Ouais. Isma, t'avais un. Ouais, j'ai juste une question parce que justement, tu disais que tu étais en équipe de France Espoir et bon, je pense que l'essentiel de ta carrière, si je me trompe pas, c'était en Ligue 1, c'est ça? D'après mes souvenirs à Nancy, notamment, t'as été super efficace là-bas. Justement, quand tu étais en France Espoir, après, quand tu as basculé, quand tu as choisi la sélection comorienne, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui a changé dans la relation entre tes coachs de Ligue 1 et justement la sélection? Est-ce qu'ils étaient en contact quand tu partais à la trêve internationale et que tu revenais? Je sais pas, il y a peut-être des moments où tu étais blessé, du coup, voilà, tu vois, des petits moments un peu, voilà, des petits moments un peu soit tendus ou soit des anecdotes, quoi, je sais pas, il s'est passé des choses. Vraiment, pas vraiment. Après, moi, j'ai, comment dire, là où je pense, à mon humble avis, j'ai pu apporter quelque chose à la sélection, c'est dans ces petits détails-là, à faire un retour au club, sur le temps de jeu, sur le déroulement de la semaine en termes de charge de travail, parce que les clubs, ils sont friands de savoir comment le joueur va revenir en club, Ouais, dans quelles conditions on va arriver, d'avoir l'horaire du retour pour que le club puisse prévoir soit une journée de récupération avec le kiné pour gagner du temps, des trucs de ce genre-là. Avant, ça y était pas, je pense. Ouais. Tout ça, de par mon expérience, j'ai pu en discuter avec l'encadrement, etc. Et ça a été mis en place. Et je pense que le regard des clubs quand ils envoient les joueurs en sélection du Comore n'est plus le même. Hmm. Ouais, Et effectivement. puis, ouais, après, tout est question de résultat aussi, hein, faut pas se mentir. Oui, c'est ouais. vrai. C'est vrai. C'est vrai que là. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Ouais. Je pense que quand on envoie un joueur en Uruguay, il y a les mêmes interrogations, mais l'aura de l'Uruguay n'est pas le même que celui des Comores. C'est sûr. Bah, on espère qu'avec cette qualification, les choses vont bouger positivement. Du coup, Jamel, tu les vois comment cette équipe des Comores pour la CAN 2022? Tu avais dit au début, je trouve que c'était intéressant ce que tu avais dit par rapport au match de ce soir entre les Comores et l'Égypte et le niveau que l'Égypte a affiché. Moi qui ai vu le match, je confirme que l'Égypte a été vraiment intraitable et un Mo Salah vraiment, vraiment en jambes. Vraiment, je l'ai trouvé très très bon. Euh, tu les vois comment, cette équipe des Comores, justement pour cette échéance-là en 2022? J'espère que ça va aller. Moi, j'y crois. J'y crois. Je prends toujours l'exemple récent de Madagascar. Je pense que Ouais, ça peut être un bel exemple. ouais, Après, moi qui ai appris un peu leurs conditions de vie à la CAN, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est pas énorme. Moi, je les vois comme les champions de l'Afrique parce que ils avaient pas de quoi, ils savaient même pas le jour même où ils allaient dormir. Les voyages, c'était un peu compliqué à l'intérieur même de la compétition. Donc, tout ça, c'est des choses que j'espère on aura calé avant d'aller en compétition. Tout ce qui est moi, je vais un peu loin parce que c'est un peu ce que j'ai comme retour quand je parle avec des ouais, joueurs, par exemple, de sélection d'Algérie. ouais. Maintenant, ils ont leur pisto à eux. Ils ramènent leur bouffe à eux quand ils se déplacent. Tout ça, c'est des paramètres. Nous, c'est pas faire un jour à un pays. Pour sans citer de nom, on s'est déplacé dans un pays et après, à la fin du repas, il y avait 5 joueurs qui étaient malades. Ouais. Ah ouais. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui rentrent en jeu. Mais malheureusement, ça coûte de l'argent. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas bu de jus d'orange, hein, parce que ça aura le pays. Après, après, tout ça, c'est des paramètres. Par exemple, quand il y a une compétition, l'équipe de France a un camp de base, par Ouais, exemple, ouais, ouais. et à chaque match, voyager, comme en Russie, voyager et revenir à leur camp de base. Donc ça, c'est un coût aussi de voyager tard la nuit,
l'avion, le repas d'après-match, la récupération, tout ça, c'est un coût. Et on n'est pas un pays qui a énormément d'argent aussi. Hein. Ouais. Mais juste une question comme ça se passait comment? Parce que j'ai du mal à imager l'organisation. Il y a un Clairefontaine à la Comorienne où il y a un centre d'entraînement, un point de repère. J'ai pas osé le dire. Non, disons qu'on Ah, est mais doté j'imagine bien que c'est pas un Clairefontaine, mais tu sais, on dit ça pour tous les pays. Donc, bon. Non, On a un on a un Clairefontaine à la hôtel, machin. on a un hôtel qui fait camp de base un peu, où Ouais. on s'y sentait bien, et ça a toujours été le même, et c'est toujours le même d'ailleurs. Et le stade est à proximité, c'est un stade synthétique, et puis là, ils ont construit le nouveau stade Ouais. dans lequel l'équipe nationale joue, et on peut y aller à pied, donc oui, des infrastructures augmentent, se modernisent, mais on manque réellement de Ah, ces. mais ça, c'est un coup, ça va venir avec le temps, ça. Ouais, C'est un coup. j'espère, oui. Bah, quand même, Après, ça. Vas-y, Bilal. Oui, vas-y, pardon, vas-y. la géographie, l'implantation même des Comores fait que c'est une zone, c'est une île et il y a beaucoup de relief. Donc, du coup, trouver la place pour construire des stades, c'est pas facile non plus. Hein. Effectivement. Bilal, tu voulais dire quelque chose? Non, mais je voulais dire que même ça, pour moi, ça avance déjà super vite. Comme je dis, la sélection du Comore, on en parlait en 2013, 2014, 2015. Au bout de 5 ans, ils sont déjà à la CAN. Mais c'est déjà énorme. Il y a des pays qui ont mis plus de 20 ans, 25 ans à arriver à la CAN et que les Comores ont mis que 5 ans. Et avec la manière, il faut préciser. C'est vrai. Ouais, dans un groupe un peu compliqué, hein, avec l'Égypte. Ils ont ils ont fait 0-0 contre l'Égypte à un moment. Ouais, au Comores, ouais. Au Comores. Donc, franchement, c'était une grosse Ah, mais c'est ce que je performance. disais à Nas la dernière fois, c'est une fédération qui est jeune. Et c'est vrai qu'ils sont déjà en Coupe d'Afrique, quoi. Donc la progression. Après, je pense que l'amélioration, elle se fait de manière croissante, étape par étape. Et je pense qu'un match aujourd'hui contre l'Égypte, même pour l'Égypte, c'était un match qui était important pour assurer leur domination. C'est encore un peu trop tôt pour avoir des exigences, mais c'est bien, c'est une progression qui est constante, quoi. C'est ça qui est intéressant avec les Comores. Et surtout, la particularité qu'on n'a pas encore dit des Comores, c'est que c'est un sélectionneur local, contrairement à beaucoup de sélections C'est vrai. africaines. Mm. C'est une grande fierté pour eux d'avoir un sélectionneur local. On parlait de Madagascar tout à l'heure, c'est pas un sélectionneur local. Et toutes les nations qu'on a vues dans les précédentes CAN, c'est pas des sélectionneurs locaux. C'est vrai. Donc, même le Maroc et l'Algérie peuvent. L'Algérie maintenant aussi, mais il y a beaucoup d'autres sélections africaines, des grandes nations africaines qui n'ont pas de sélectionneurs locaux. On a l'impression que c'est ce qui marche aujourd'hui. Hein. L'Égypte, avant, ça a marché. Le Sénégal avec Aliou Cissé. Jamel Belmadi avec l'Algérie. Aujourd'hui, c'est ce qui paye. Ouais. Ils connaissent la culture. Et mais quand tu regardes même les grandes époques du Cameroun, même les grandes époques de la Côte d'Ivoire, c'était même pas des sélectionneurs locaux. Tu vois. C'est ça. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que c'est un paramètre qui est important, qui a eu son importance dans la gestion justement de ces petits détails, parce que de parler la langue déjà, c'est assez important. Et puis le fait d'être aussi, vous savez, quand une partie de l'organisation est en France et l'autre est aux Comores. Déjà, c'est un peu compliqué parce que on sait tous les problèmes que nous rencontrons au niveau des infrastructures d'électricité. Des fois, on n'est pas sûr que le mail arrive à bon port. Donc, tous ces paramètres-là, si on avait eu, je ne veux pas trop mettre en avant ce point-là, mais parce qu'il a d'autres qualités que ça. Mais si on avait eu un sélectionneur qui était étranger, on aurait eu plus de difficultés à mettre en place les choses, pardon. Et d'ailleurs, tout le monde est francophone tous les joueurs sont francophones aux Comores ou ils parlent tous comorien aussi ou il y a beaucoup de joueurs qui parlent comorien. Il y a des joueurs qui étaient aux Comores qui ont justement suivi Amir Abdou parce que maintenant il entraîne en Mauritanie au FC Nouadhibou. Donc ils ont pu intégrer leur club. Et puis généralement il y a des joueurs qui jouent dans le championnat local qui font partie de la sélection. Après c'est une alchimie à trouver entre les joueurs qui sont de là-bas et ceux qui viennent entre guillemets de France et d'Europe, parce qu'on a des joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens aussi. Je voulais
Il disait que c'était un parcours du combattant pour venir jouer aux Comores. Est-ce que, alors du coup, ça joue un petit peu sur les défaites ou les matchs nuls, là, pour le coup, pour l'Égypte aux Comores, ou est-ce qu'il y a carrément des équipes qui refusent de venir se déplacer chez vous, justement parce que c'est compliqué? Non, parce que je pense que des équipes comme l'Égypte ou le Maroc, quand ils sont venus chez nous, ils avaient un vol à fréter. Nous, ça a été Ouais. le cas pour aller en Égypte parce que les conditions mises par les clubs ont fait que on était un peu obligés. Je pense qu'il y a eu une grosse débauche d'énergie pour assurer ces vols-là. Ce qui, en Europe, est un peu la norme. Donc, il y a un décalage entre ce qui est fait en Europe et en Afrique. Du moins, entre les grands pays africains et les pays, on va dire, de seconde zone comme le nôtre. Après, ça a une influence, oui, ça a une influence sur la récupération, sur l'état physique des joueurs. Mhm. C'est le sommeil, quand tu dors 3 heures dans la nuit au lieu de 9, c'est pas pareil, hein, dans une Et vous, équipe vous de êtes tout France. frais, vous êtes tout frais à accueillir l'équipe qui est KO du voyage. Exactement. Après, quand on se déplace à l'extérieur, ils sont aussi frais pour nous accueillir, hein. Ouais, effectivement. Du coup, tu as parlé d'un truc, Jamel, et j'ai envie de revenir avec toi sur cet aspect-là, c'est l'alchimie entre les joueurs locaux et les joueurs issus de la diaspora comorienne et qui ont grandi en France. Pour toi, quelle est la bonne stratégie à effectuer à l'avenir? Est-ce que ce serait de miser sur la formation des jeunes Comoriens ou miser, faire du court-termiste et happer le plus d'expatriés possible qui jouent en Europe pour avoir des résultats peut-être plus rapidement. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Et c'est une bonne question. Mon point de vue personnel est qu'on doit former les joueurs aux Comores. En France, ils disposent des moyens pour le faire. Donc, il faut former les joueurs aux Comores. Non pas pour dire qu'on a formé des joueurs, mais je vais aller plus loin que le foot, c'est de moderniser un peu notre pays. Et ça passe par tout ce qui est la base. Je pense que notre pays a beaucoup de qualités. On peut sortir des médecins, on peut sortir des docteurs. Docteurs et médecins, c'est la même chose, mais on peut sortir des scientifiques, des professeurs, et on peut sortir notamment des footballeurs parce que c'est notre domaine. Il y a des choses qui, à mon sens, j'espère, font partie d'une obligation pour pérenniser la sélection parce qu'un jour, les joueurs qui sont là vont partir à la retraite, il y en aura d'autres. Et il faudra former des joueurs locaux. Et j'espère à court terme, parce que là, on voit l'éclosion de joueurs qui vont jouer en Mauritanie. Ouais, J'espère à l'avenir qu'on aura des joueurs qui joueront dans les meilleurs championnats africains, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Égypte. Et puis, après, l'étape d'après serait qu'ils intègrent des centres de formation en France, qu'il y ait des partenariats qui se font entre les structures comoriennes et les championnats français ou européens. Et puis que le monde s'intéresse à ce qu'on peut mettre en place aux Comores, malgré qu'on soit une petite île. ouais. Mais je pense qu'on a des caractéristiques à faire valoir, notre jeu au sol, parce qu'on est petit, ça va de plus en plus sur ça maintenant. On joue au sol, on peut jouer, on peut montrer du beau jeu. Et je pense que notre pays a des qualités à faire valoir. Après, c'est une question de volonté, de moyens aussi. Hmm. Et voilà, après, c'est mettre en place des structures déjà de faire en sorte que nos jeunes en U23, U20, Ouais, U17, ça se mette en place. Après, il faudrait mettre en place l'académie il y avait une académie avant que ça s'appelait Tomaya, ouais, va être remise va être remise en route par l'aide de la FIFA. Donc, il faudra mettre en place des choses aussi à ce niveau-là. Et puis aussi dans les écoles. exactement. Dans Et les ça, et écoles, ça, la CAN peut aider. La CAN, le fait d'être qualifié, La là, CAF. Ouais. la CAF, pardon, la CAF, peut aider. ouais, oui, il faut aider, mais après, il faudrait que ceux qui encadrent soient formés aussi. C'est ça. C'est ça. Mm. C'est un C'est toute sujet. une organisation. Et puis, c'est malheureux de dire ça en tant que. Mais il faudra les rémunérer parce que le bénévolat en Afrique, c'est compliqué. Non, c'est Parce clair. que si tu Hmm. ramènes, tu vas dire à ta famille, moi je vais entraîner et que le soir personne ne mange,
Ouais, c'est difficile à accepter. Moi, je vais travailler, je vais pas faire du bénévolat. C'est clair. C'est clair, Mm. c'est légitime. Hein. Après, totalement c'est vrai légitime. que comme les Comores, c'est une île, c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'académies de football en Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, etc., où il y a beaucoup de partenariats entre les... Et ils ont fait éclore énormément de grandes stars, de grands joueurs, ces académies-là, qui sont... Après, il y a des recruteurs qui viennent de grands clubs européens qui viennent les chercher un peu gratuitement. Mais bon, après, c'est la difficulté des Comores, mais c'est aussi, voilà, il y a Madagascar à côté, il y a aussi, voilà, l'Afrique australe aussi, qui regorge aussi plein de possibilités. Donc, c'est aux Comores aussi de développer tout ça. Hein. C'est du travail, hein. C'est un Ouais, c'est travail. Hein. beaucoup de travail. Après, je pense aussi que le fait, par exemple, vous savez, il y a les Jeux des îles indiens, c'est Ouais, un peu des sortes de jeux de mini Jeux olympiques dans la zone indienne. ouais. Ce serait bien qu'un jour les Comores puissent l'organiser pour montrer notre faire-valoir aussi en termes d'accueil, en termes d'organisation de grandes compétitions. Mm. Et puis, je pense que d'organiser ce type de compétition amènera le regard sur nous, forcément. Mm. Quand je vois que des équipes comme Lyon font des partenariats avec des clubs africains, Ouais. euh, Metz aussi. Metz avec le des Sénégal aussi. académies comme des clubs comme la Juve font des académies en Tunisie ou au Maroc. Mm. Pourquoi pas nous, quoi? Certes, c'est lointain, mais on se dit pourquoi pas nous? On n'est pas plus faible qu'un autre, on n'est pas plus fort que les autres, mais on a peut-être notre mot à dire sur ce point-là. Après, la difficulté aussi, je parle beaucoup, Non, vas-y, c'est la c'est patience super aussi. intéressant. Ouais. C'est la patience parce que généralement, quand on investit, un investisseur, il veut retour sur investissement rapidement. Ouais. Et malheureusement, dans le foot, c'est aléatoire. Autant dans Oui. une génération, on peut avoir 5 bons joueurs et qui intègrent des centres de formation. Et plus ou moins, on a des retours sur investissement. Et en termes de visibilité surtout. Ouais. Et autant pendant 3 ans, on n'a rien. Mm. C'est ça. Ouais. Mais pour revenir sur la visibilité, il vous faut des sponsors. Alors, quand je dis sponsor, je crois comprendre que tu es un proche de Soprano, tu en avais parlé, tu en as un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que ça serait pas mieux de pousser un petit peu plus la communication via ces personnalités pour pouvoir vous mettre en avant? Et parce que souvent, les investisseurs, ils veulent ça. Si vous voulez des investisseurs qui viennent un petit peu d'Europe, des choses comme ça, il faut avoir des fortes personnalités qui vous mettent un peu en avant. Je prends l'exemple, par exemple, pour le judo, il y a un Teddy Riner, par exemple. Alors oui, c'est déjà une personnalité de judo, mais c'est même plus que le judo. Et c'est pour ça que je te pose la question pour Soprano, c'est peut-être pas football, on sait qu'il aime le football, mais est-ce que ça peut pas faire un petit plus pour vous mettre un peu en avant? Même si peut-être qu'il le fait déjà, hein, je sais rien, mais... Je suis bien placé pour parler du sujet parce que il nous a beaucoup aidé pour déjà, il y a une période où on était vraiment en manque pour organiser des matchs amicaux, avoir des tenues, etc. Il a été très important à lui comme d'autres. Hein, et on peut penser à Rof, on peut Alonso, Vincenzo. Il y a Imani aussi qui a, par le biais de sa famille, nous a accueillis dans un hôtel. Tous ces acteurs-là jouent leur rôle. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que le football. Un gars comme Soprano, il a une fondation, il aide les hôpitaux. Ça passe par l'école aussi. L'école, et je pense que chacun doit faire à son niveau, mais ce serait bien aussi que des grosses structures africaines, faut le dire comme c'est, tu vois, des grosses structures africaines, parce que c'est bien que la communication passe par entre guillemets, les enfants de notre pays, mais si elle vient de structures un peu plus reconnues à l'international, comme Total, quand ils sont au Cameroun et tout, donc s'ils viennent aux Comores, forcément, là, on gagne en visibilité au niveau mondial. On n'est plus cloisonné entre Marseille, Paris et Moroni, quoi. Ouais. Donc, je pense que, et je parle pas que pour mon pays, hein, le football africain gagne à se moderniser. Après, l'Algérie est un bon exemple où il y a beaucoup de gros sponsors qui accompagnent l'équipe et la fédération algérienne. Maintenant, Adidas n'hésite plus à faire campagne pour le maillot de l'Algérie. Ouais. Et c'est une victoire. C'est une victoire parce que maintenant, le maillot et le maillot algérien se vend dans tous les Adidas stores au monde.
C'est une grande victoire pour le football africain et nous, on n'a même pas encore, ne serait-ce qu'un sponsor établi. On en avait un, mais qui est parti. Donc là, on jongle entre les sponsors. C'est déjà trouver une stabilité sur ça pour pouvoir exporter au moins notre maillot, le vendre, avoir une visibilité au moins pour ça. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Je suis persuadé que quand il y aura l'académie, il faudra trouver des sponsors pour l'accompagnement journalier, nourriture, équipement, tout ça, et scolaire. Et ça passe aussi par des échanges diplomatiques. Oui, aussi. C'est indéniable. Aussi. Et on espère que... Oui, vas-y Bilal, vas-y. Ouais, non, je voulais dire que même la CAN, je pense que ça serait une super pub pour, pour les Comores. Ouais. Parce qu'en fait, moi par exemple, j'ai la visibilité par rapport à l'Algérie. Avant 2010, la qualification mondiale, et tout ce qui s'était passé en Égypte, au Soudan, avant, je pense qu'on était un peu aussi dans l'anima du football africain, où on jouait contre des équipes contre le Botswana, on ne savait même pas si on pouvait aller chercher un match nul là-bas, on savait que ça allait être compliqué. C'est des matchs comme ça. Et je pense que la qualification Coupe du Monde nous a beaucoup aidé c'était une pub pour nous, où même beaucoup de joueurs ont voulu jouer pour nous. Et je pense que peut-être pour les Comores, ça fera aussi ça, parce qu'on connaît pas mal de Comoriens. Je pense qu'on va un peu partout dans chaque ville, il y a pas mal de Comoriens. Et je pense que la qualification, ça serait une super pub pour les Comores. Où des joueurs binationaux, entre guillemets, pourront aller jouer, vont postuler pour là-bas. Parce que moi, j'en côtoie pas mal ici qui jouent en CFA, qui ont des super bons niveaux, et que cette pub-là pourra les pousser à aller jouer pour les Comores. Après, je suis d'accord et pas d'accord avec toi, dans le sens où l'Algérie a profité de cette exposition justement pour mettre en place des structures de formation. Un club comme le Paradou, qui forme des joueurs comme Rami Bensebaini, il y a quelques années, personne n'en parlait. Quand on voit qu'il y a un Jean-Marc Guillou qui s'implante là-bas, l'un des formateurs les plus reconnus au monde, c'est pas anodin. Donc du coup, si on profite pas aussi de notre intégration dans cette CAN pour mettre en place des formations pour être dans le long terme justement, parce que la CAN c'est malheureux mais c'est à court terme. Donc si on met encore 10 ans pour se qualifier ou pour participer à une Coupe d'Afrique de jeunes, malheureusement, l'effet de la visibilité va vite s'estomper. Ouais. Je pense qu'il faut se servir de cette étape-là pour mettre en place les structures de jeunes, même au niveau féminin, dans le football diversifié comme le beach soccer, le futsal. Et là, on aura vraiment un aura dans toutes sortes de disciplines. Et par le sport, on pourra aussi être vecteur de d'autres qualités qu'on aura dans notre pays. La pêche, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais on a plein de qualités qui sont pas mises en avant. Ouais. Et moi, je vois toujours les manières de choses globales pour que le pays avance ensemble, ouais. Quoi. Toutes les structures avancent ensemble et c'est, je vois que les choses comme ça, moi. Après, je suis d'accord, oui, il y a un effet Cannes qui peut être vecteur un accélérateur de ces choses-là, mais il faut s'en servir pour le long terme. Ouais, sur le long terme, ouais, c'est ça. Mais moi, je fais juste une remarque, Nas, avant que tu dises un truc. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, en fait, je le vois parce que moi, je suis marocain, et c'est vrai que je le vois avec ce qui se passe. Enfin, moi, quand je suis retourné au Bled il y a 3 ans, j'ai vite vu la différence. Ça veut dire que oui, tu as les politiques publiques, dès qu'ils commencent à peser dans la balance et à mettre de l'influence. Il y a une académie royale qui s'est créée, il y a des cities, c'est même pas pour dire des grands stades, c'est juste pour dire la petite ville dans la campagne, elle va avoir son city stade par exemple, tu vois. Donc c'est tous des petits trucs comme ça, beaucoup de partenariats avec les sponsors. C'est des marques pour nous qui veulent rien dire, mais c'est des sponsors régionaux là-bas. Je sais pas moi, des marques de pompe à essence là-bas, Afrikia par exemple, ça n'existe pas ici. Mais c'est plein de partenariats avec des marques locaux, avec des villes locales, avec un investissement public et tout ça, qui a fait que, en fait, ça a pris une autre dimension le football au Maroc. Mais ces dernières années, c'est devenu et même si on n'avait pas réussi à se qualifier, je pense, pour la CAN, on aurait fait une catastrophe. On ne se serait pas qualifié, par exemple. En fait, le niveau du football aurait continué à progresser quand même.
Je pense Exactement. que le niveau du football aurait continué à progresser, même si on n'était pas qualifié pour la CAN. Et puis même, tu regardes, je prends la parole, tu regardes l'équipe du Chan, là, l'équipe des Ouais. locaux, Ouais. aux champions Oui. d'Afrique. Donc, c'est pas anodin, toutes ces infrastructures, elles ont servi pour développer aussi le football local. Et derrière le Chan, ils sont champions d'Afrique. Il y a, je sais pas combien de joueurs, ils ont pu intégrer l'équipe nationale A. Et après, Ouais, c'est ça. quand Ayub tu El joues avec Kaabi, tout ça. Ziyech et Tarap et tout, donc là, ton niveau, il augmente. Là, Tu prends c'est confiance, cheaté. etc. Après aussi, on a un joueur qui joue en Ligue des Champions chez nous, c'est Ben El Fardo qui est en Serbie. Ouais. Moi, personnellement, je pense qu'il pourrait jouer la Ligue des Champions avec un club, entre guillemets, parce que c'est un gros club quand même, le Belgrade, mais je veux dire un bon club européen plus huppé, on va dire. Mhm. Et le fait d'avoir des têtes d'affiche aussi, ça joue. Ah, c'est très important. C'est très important. L'Égypte a beaucoup de joueurs locaux, mais quand tu as Mo Salah dans ton équipe, ou au Gabon, quand tu as Pierre-Emerick Aubameyang, en termes d'aura, pour amener les sponsors, ça joue. Et puis, leurs paroles pèsent. Et bon, on est à un autre niveau. Hein. Je prends l'exemple de Drogba. Quand l'influence qu'il a eue pour stopper la guerre, c'est considérable. Impressionnant. Ouais, c'est clair. C'est clair. Il On a n'est pas à raison. ce niveau-là, bien sûr, mais on peut avoir une influence pour mener à bien des projets, aussi minimes soit-il, créer des city-stades. Je pense pas, en termes d'argent, c'est colossal pour nous, mais en termes de projet, ça peut se mettre en place. On peut avoir au moins un mini-stade par région. Mm. Ouais, c'est pour amener de la culture foot en fait. C'est pour amener la culture foot dans la tête des gens, pour dire que c'est accessible à tous, quoi. C'est des petits trucs comme ça. Ah, ça, Et c'est puis une question diplomatiquement aussi, parce qu'on est en conflit avec Mayotte. Nous, dans notre équipe, il y a beaucoup de joueurs mahorais. Ça peut aussi être vecteur d'apaisement. Mm. Et puis, on peut jouer une carte dans l'apaisement qu'il peut y avoir entre la France et les Comores. Et puis, on pourrait avoir des aides aussi dans l'investissement de cette structure, qu'elle soit scolaire ou footballistique. Effectivement, le foot, ça peut te ramener plein de choses positives sportivement, mais également ça peut influer sur tout ce qu'il y a autour, La géopolitique. la géopolitique et la politique locale. Donc, tu as raison, Jamel, de le signaler. Jamel, pour terminer, un mot sur ton actualité. Quelle est ta situation sportive actuelle et quelles sont tes ambitions à venir? Sportivement, en tout cas, footballistiquement, joueur, j'en ai plus. Mhm. Mais je passe mes diplômes actuellement, mes diplômes de base d'entraîneur et comme joueur, on se fixe pas de limite. Ouais. C'est mon travail et ma qualité qui fera que des limites viendront à moi, mais j'espère aller au plus haut comme tout compétiteur. Donc, je passe mes diplômes dans ce but-là. Très bien. Mais en tout cas, on te souhaite le meilleur dans ta carrière de footballeur, d'entraîneur à l'avenir. Peut-être, pourquoi pas, futur sélectionneur des Comores, Jamel. Abir Abdo fait du bon travail, mais pourquoi pas un jour, on sait jamais. Ouais. Exactement. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi, vraiment. On a appris beaucoup de choses et vraiment, ça a été cool de t'avoir ce soir en direct sur notre page Facebook LBSFM. Donc, merci à toi, Jamel Bakar. Non, merci à vous de l'invitation. Vous avez été super J'espère qu'on cool. pourra te revoir pour reparler dans de la coupe, quoi. La canne. Ah ouais, pourquoi La pas. canne. Ah, je mettrai mon casque et on fera le consultant. Yes. Voilà. Yes. Le rendez-vous est lancé. Ça se trouve Ouais, qu'il y j'espère sera, aussi on sait que- jamais. Hein. Ouais, C'est vrai, ça se j'espère trouve. aussi que votre radio prendra en visibilité et que Merci. pourquoi pas concurrencer des RMC, quoi. Ah, merci beaucoup, Jamel. Non, mais on se fixe pas de Ah, bah, limite. Faut pas se fixer de on ne limite. fixe pas de limite, il n'y a pas de limite dans la Voilà, vie. exactement. Merci Jamel en tout cas pour la force que tu nous donnes. Ça nous touche vraiment. Et puis Ouais. maintenant tu connais la maison. Voilà, tu reviens quand tu veux. On sera très très heureux de te réinviter pour parler football en général et pour revenir sur l'actualité également des Comores et qui risque d'être très très fournie dans les semaines et mois à venir. Merci encore Jamel, hein. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Bon Ouais. courage à vous. Merci Jamel d'être venu. Hein. À bientôt, j'espère.
Merci, Jamel. Au revoir. Ciao. Ciao, Jamel.